Pas de Merci Vincent. problème. Très, À très bientôt. content. Merci et à bientôt. Et ça me Avec permet plaisir. d'inviter Pierre Blanc, qui est chirurgien à Saint-Étienne et qui va nous faire partager son expérience dans la vraie vie. Voilà. Merci. Chers membres de l'Académie, Madame, chers confrères, chers consoeurs, je commence déjà par remercier le professeur Cayezzo pour son invitation et sa disponibilité. Et donc, le propos de ma présentation est comment avons-nous fait pour mettre en place une endoscopie digestive dans un centre spécialisé. Alors, quand vous prenez en charge une maladie, un malade, vous êtes bien sûr influencé par votre formation. Il faut réfléchir au présent et essayer d'anticiper sur ce qui pourrait arriver dans le futur dans la prise en charge de cette maladie. Il se trouve qu'il y a quelques années, de nombreuses années, mon premier stage d'externe a été réalisé dans un service de gastro-entérologie à Marseille et j'ai vu apparaître les premières colonnes d'endoscopie et du jour au lendemain, le gastro-entérologue voyait enfin ce qu'il faisait avec grand plaisir. J'ai eu la chance d'être formé par le professeur Balik, leader en chirurgie mini-invasive, qui avait comme passion le patient au centre de la prise en charge, proposer aux patients la chirurgie la moins agressive possible. Et vous voyez que déjà à l'époque, il traitait les diverticules de Zincker par voie orale. Et on peut se poser de bonnes questions, et des bonnes questions ici à l'Académie nationale de chirurgie, c'est qu'est-ce qu'un chirurgien? Un chirurgien doit poser un diagnostic, l'endoscopie en fait partie. Doit proposer toutes les options thérapeutiques, chirurgicales ou non, l'endoscopie en fait partie. Déterminer le geste plus judicieux, l'endoscopie peut l'aider. Réaliser le geste en sécurité, travailler en équipe avec toutes les spécialités qui nous entourent, dont les endoscopistes, prescrire les soins apportés, suivre les patients et gérer les complications, l'endoscopie en fait partie. Et c'est pour ça que lorsque le professeur Périssa a créé la Société française de chirurgie endoscopique, c'était des chirurgiens généraux et vous voyez que dans le développement et dans la formation, déjà, ils réfléchissaient à l'endoscopie digestive en plus du développement des autres techniques chirurgicales. Alors, lorsque nous avons décidé de créer le Centre mutualiste de l'obésité, bien évidemment, l'endoscopie faisait partie du cahier des charges. Et vous voyez en bas à gauche la complexité de la maladie d'obésité, on vous en a parlé. Et le but étant de prendre le patient en charge au centre de la prise en charge. Il n'y a pas le sachant et le patient, tout le monde est au même niveau. Alors, nous avons pris des avis auprès de sommités d'endoscopistes qui nous ont dit oui, mais surtout pas. Les assureurs vont vous dire, à partir du moment où le chirurgien est bien formé, il peut utiliser l'outil qui est le gastroscope. Et quand vous demandez aux chirurgiens généraux, ils vont vous dire bah, pourquoi faire, j'ai pas le temps. Les chirurgiens hyper spécialisés vont vous dire oui, bien sûr, c'est indispensable, mais quid de mon recrutement futur? Et pour les chirurgiens bariatriques, la réponse est unanime, c'est indispensable pour prendre en charge le patient. Et dans la vraie vie, ben, vous voyez qu'à Saint-Étienne, rendez-vous de gastroscopie simple 27 mai, 14 février 2025, lorsque vous avez un rendez-vous. Il n'y a pas de gastro-entérologue interventionnel spécialisé dans la maladie d'obésité. Et lorsqu'on en a besoin, on envoie les patients à Lyon. C'est pour cette raison que, en plus de l'activité chirurgicale, vous voyez que nous avons développé l'endoscopie chirurgicale, la chirurgie robotique et les analogues du GLP-1. Alors bien évidemment, ceci se fait avec une équipe pluridisciplinaire dans un centre spécialisé, labellisé par la SOFCO, ce qui veut dire qu'on a des contraintes, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et la première étape a été une formation, et nous sommes de la promotion 2017, on est derrière au fond. Formation de Sylvana. L'avantage de cette formation, c'est que le travail est rigoureux dans une bonne ambiance et surtout, c'est médico-chirurgical international. Et vous voyez que là, je suis en binôme avec un gastro-entérologue marocain qui était ravi de mener ces trucs et astuces et qui comprenait tout à fait qu'un chirurgien s'intéresse à l'endoscopie. Alors nous, ce qui nous intéresse en tant que chirurgien bariatrique, bien évidemment, c'est la gastroscopie. On ne fera pas de coloscopie, de sphinctérotomie ou d'endobiliaire. Nous avons continué notre formation en dehors du bloc opératoire avec ici une amie en gastro-entérologue qui est intéressée également par la chirurgie endoscopique pour l'endosleeve avec des modèles anatomiques pour comprendre le geste et la gestuelle du matériel utilisé. Nous avons organisé le bloc opératoire de manière à ne pas gêner les gastro-entérologues. Et là, je tiens à remercier notre administration qui nous a soutenus et les gastro-entérologues qui ne nous ont pas mis de bâton dans les roues. Nous avons une colonne d'endoscopie chirurgicale. La petite histoire, c'est que depuis que nous faisons ça, toutes les colonnes ont été équipées en insufflateur à COD, ce qui n'était pas le cas avant. Le matériel est à part et les endoscopies, nous les faisons dans notre programme opératoire, dans la salle du chirurgien, pour ne pas gêner les gastro-entérologues. Alors, si on reprend les missions du chirurgien bariatrique, ce sont exactement les mêmes que les missions du chirurgien général et nous avons besoin de l'endoscopie
à toutes les étapes de la prise en charge du patient. L'intérêt de le faire dans un centre spécialisé, ça nous permet, comme ça a été dit auparavant, une prise en charge globale du patient. Le patient est au centre de la prise en charge. La prise en charge chez bariatrique est peut-être la plus encadrée de la chirurgie digestive. On anticipe sur le geste puisque c'est un patient qu'on va prendre en charge à vie. Le chirurgien gère son geste de A à Z, peut proposer une seule anesthésie et non pas deux. Et si on envisage un autre traitement, que ce soit un traitement endoscopique ou un traitement médical, dans un centre spécialisé, vous aurez une préparation et un suivi adapté au traitement proposé. Avoir une bonne indication et un bon suivi, finalement, comme l'a dit tout à l'heure professeur Cazzo, le chirurgien peut être le seul à savoir quoi chercher, quoi évaluer, ce qui nous permet bien évidemment de bien informer le patient, ce qui est indispensable, et d'adapter la conduite à tenir, qu'elle soit médicamenteuse, endoscopique ou chirurgicale. Alors, c'est sûr qu'une colonne d'endoscopie au bloc opératoire, et là, il n'y a pas de robot, ça rajoute une colonne. Donc, oui, dans ces cas-là, nous mettons la colonne de célioscopie à droite et pas à gauche, la colonne d'endoscopie à gauche. Si le chirurgien est tout seul, il est entre les jambes, puis passe au niveau de l'épaule gauche, puis revient entre les jambes. Attendez, et là, je vais vous montrer quelques exemples. Un contrôle endoscopique de sleeve gastrectomie, ça a été dit tout à l'heure. Le test peut être un test au bleu, verre d'indocyanine en robot assistance ou une endoscopie afin de vérifier le geste réalisé par le chirurgien, recherche de twist, de sténose ou de fistule. Donc, c'est une sleeve, on va dire tout à fait classique, pas de difficulté péropératoire et l'opérateur passe au niveau de la tête du patient pour faire un contrôle endoscopique, vérifier son montage, vérifier éventuellement un saignement, comme ça a été montré tout à l'heure. Et vous allez voir le tube qui va apparaître. Voilà, et le chirurgien peut vérifier avec l'infirmière qui tient la caméra 3D. Nous avons réalisé des endosleeves, nous avons réalisé des ablations de migration d'anneaux intragastriques, ce qui n'est pas facile, vous pouvez lancer toutes les vidéos. En bas à gauche, en collaboration avec gastro-entérologue, vous voyez une sténose précoce à J1 au début de notre expérience de chirurgie robotique avec une anastomose manifestement un peu étroite. Et en bas à droite, une ablation de ballon en semi-urgence, ballon posé à l'étranger. Et nous avons posé et enlevé des ballons par endoscopie. Un autre cas de traitement de complications, là en binôme, fistule un peu tardive, à plus de 15 jours après la chirurgie. Et on sait qu'au-delà de 15 jours, les reprises chirurgicales sont très délicates. Dans ces cas-là, nous avons estimé que le drainage chirurgical ne suffisait pas. Donc, on a décidé de faire un traitement combiné, chirurgien entre les jambes pour vider l'abcès, faire un prélèvement, garder la coque pour essayer de bien cloisonner les choses, et un chirurgien à la tête avec le gastroscope pour mettre en place une queue de cochon. Donc, collection purulente, lavage, aspiration, prélèvement bactériologique. On essaye de vider au maximum, ce qui est plus facile en célioscopie et en chirurgie que par endoscopie. Donc, abord à minima pour laisser les choses cloisonnées pour aider à la cicatrisation plus tard. Lavage, aspiration par le chirurgien. Le deuxième opérateur est dans l'œsophage, va faire un test au bleu qui confirme la fistule diagnostiquée sur le scanner, et vous allez voir le gastroscope, le fil guide, mise en place de la queue de cochon, qui est le traitement recommandé actuellement pour les fistules, pour drainer dans l'estomac. Nous avons mis une lame chirurgicale. Cette lame chirurgicale a été enlevée au bout d'une semaine et le drainage s'est fait ensuite par les queues de cochon dans l'estomac. Donc, vous voyez le bleu, les agrafes, la désunion. On va voir passer le gastroscope et je vais juste vous montrer la descente du fil guide. Donc, c'est un geste qui n'est pas si facile que ça, puisque finalement, on a peu de fistules, donc on est peu confronté quand même à ce type de problème de patients qu'on ne peut pas forcément muter
pour prise en charge, éventuellement auprès de gastro-entérologues interventionnels un peu plus expérimentés. On peut faire des contrôles à distance de reprise de poids, dilatation d'avantage, je vais vous la montrer. On peut mettre en évidence des ulcères anastomotiques après bypass notamment, des sténoses responsables de bézoard. Et maintenant, dans les dernières recommandations, vous savez qu'il faut faire la recherche d'endobrachioœsophage au moins 5 ans après toute chirurgie bariatrique. Alors, les innovations, on en a parlé. On sait bien que cette innovation est là, déjà là, et que grâce à ces innovations, on va retrouver la triangulation très chère aux chirurgiens, et que cette évolution inéluctable associée à l'intelligence artificielle va probablement nous permettre d'affiner un petit peu la place de l'endoscopie digestive dans la prise en charge de la maladie obésité. En conclusion, l'endoscopie fait partie intégrante de la prise en charge de la maladie obésité, on vient de le voir. À notre avis, elle doit être proposée dans les centres spécialisés pour que le patient puisse être pris en charge par une équipe pluridisciplinaire dans lesquelles, bien sûr, les gastro-entérologues sont les bienvenus. Le but de la prise en charge est dans une prise en charge de qualité centrée autour du patient pour avoir de bons résultats en toute sécurité, en rappelant qu'il s'agit de la maladie obésité, donc c'est des patients qui ont une prise en charge d'une maladie chronique. Tout ceci fera partie d'une session à la SOFCO organisée à Saint-Étienne fin mai 2025. Et l'ensemble de l'équipe du CMO vous remercie pour votre attention. Merci Pierre de ta synthèse et puis de ton expérience partagée. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Monsieur Bouillot? Un petit commentaire que tu as évoqué à toute vitesse, c'est le problème du matériel pour les chirurgiens. Et dans les établissements hospitaliers, quand on fait la demande de matériel de endoscopie, les ingénieurs techniques disent toujours non, non, ça c'est pour les gastro-entérologues et pas pour les chirurgiens. Et c'est relativement difficile, puisque moi j'en avais demandé un pour là où je travaillais, et on m'a dit c'est pour les gastro, et quand tu auras besoin, tu appelleras les gastro. Et donc, vous êtes en libéral, c'est ça? Comment on a fait? Alors moi, je suis salarié d'une structure libérale à but non lucratif. Lorsqu'on a commencé ce projet, les gastro-entérologues étaient des vacataires, donc le matériel ne leur appartient pas, appartient à la structure. Et c'était un projet d'établissement, et on a fait un projet d'établissement pour dire on a besoin d'une colonne. Et en fait, cette colonne existait déjà, ils s'en servaient juste pour aller en réanimation. Donc, on a eu la possibilité d'avoir une colonne endoscopie, mais l'objectif était de ne pas gêner les gastro-entérologues, ce qui nous paraît très important pour travailler en équipe. C'est une très bonne question et je pense que c'est un argument pour créer des pôles de chirurgie. Moi, à la Pitié-Salpêtrière, c'est moi qui gérais toute l'endoscopie des 8 services de chirurgie dont je m'occupais, puisque vis-à-vis des directions, ça posait plus de problème dans la mesure où il y avait beaucoup de services de chirurgie qui étaient ensemble et les gastro-entérologues avaient par ailleurs leur matériel. Mais c'est vrai que si le service de chirurgie est tout seul, ce que dit Jean-Luc est tout à fait vrai. C'est le problème et il y a en plus de ça en ce moment une ambiance qui fait que, mais c'est pas toujours facile. Mais pendant 6 ans, je me suis occupé des blocs à l'assistance publique. L'avenir dans 5 ans ou dans 10 ans, je pense que ça sera plus dans 5 ans que dans 10 ans, c'est que les blocs vont être complètement, il y a déjà dans 3 hôpitaux de l'assistance publique de Paris, les blocs vont être communs entre les gastro-entérologues et les chirurgiens digestifs, entre autres, et les autres chirurgiens. Là, ça risque de complexifier les programmations quand même. Oui, mais ça peut s'organiser, ça. Mais Ouais. c'est le facteur, c'est la barrière principale, c'est l'obstacle à la pratique de l'endoscopie de tous les chirurgiens français qui ont fait la formation chez moi, au moins. L'obstacle principal, c'est l'accès. C'est pas la formation, c'est pas les capacités, c'est l'accès au Non, matériel. mais à ce moment-là, il faut aussi que les chirurgiens arrêtent de pleurer. Je veux dire, on peut tout à fait réorganiser des choses. Moi, à la Pitié, quand j'ai pris le pôle, il y avait donc 8 services de chirurgie dans 8 bâtiments différents. Quand je suis parti, ils étaient tous sur 3 bâtiments l'un à côté de l'autre. Quand on veut, on peut toujours.
Mais c'est plus facile de Oui, râler en je suis disant. complètement d'accord avec cette idée d'être dans une dynamique positive parce que c'est comme ça qu'on avance. Nous, en pratique à Lille, on a un bloc commun où la gastroentérologie est complètement intégrée. On partage les endoscopes. Quand on demande un financement pour un endoscope, eh bien, il est de toute façon mis dans le pot commun et on ne se pose pas la question il n'y a pas dessus un petit drapeau rouge ou jaune. Donc c'est pas ça c'est pas ça l'idée, c'est justement de partager, de mettre en commun. Et nous on a un module d'endoscopie sur notre colonne de célioscopie et donc tout est beaucoup plus facile, les images sont intégrées, etc. Dans certains endroits, néanmoins, il y a des tensions qui sont telles qu'il faut pouvoir retrouver d'abord ces esprits et que chacun finalement comprenne qu'on ne vole pas à l'autre, mais qu'au contraire, on est en train de faire un meilleur soin et qu'à la fin de tout ça, c'est le patient qui va y gagner sans aucun doute. Hubert ? Oui, merci beaucoup pour ta communication qui a bien montré les différents gestes, mais je vais te demander en pratique finalement, tes indications c'est quoi? C'est-à-dire que, par exemple, tu fais de la fibroscopie du bilan, parce que je Non. me dis par exemple, l'œsophagite c'est un truc qui n'est pas très simple à évaluer. Est-ce que tu fais des contrôles PEROP, post-op, enfin, Alors, c'est quoi, finalement, le cas les plus fréquents? le pré-op, on essaye de ne pas en faire, sauf si les délais sont 6 mois pour une gastroscopie. Voilà. Donc, on essaye de ne pas faire les pré-op. On fait les contrôles post-op si le patient veut. Hein. Parfois, le patient veut retourner voir son gastro-entérologue. Il retourne voir son gastro-entérologue. Et en péropératoire, nous, on le réserve quand on a des difficultés péropératoires. On fait un bypass, l'anastomose, le test ne nous convient pas. On fait une gastroscopie péropératoire pour ne pas alourdir le matériel dans la salle. Mais ce n'est pas du systématique. Voilà. Bien, ben, merci.